Le train pourra-t-il enfin à nouveau siffler sur l'axe Bénin-Niger? Trop tôt de le dire pour certains, alors que pour d'autres, l'espoir est plus que jamais permis. Le Bénin et le Niger viennent en effet de retirer aux deux protagonistes le projet de construction de cette boucle ferroviaire et c'est désormais une entreprise chinoise qui en est la charge. Pourquoi cette option chinoise? Que faut-il inclure dans le projet afin qu'il serve d'outil de développement aux deux communautés? Eh bien, nous ferons le débat en décryptage dans une quinzaine de minutes. Et puis, vous ne le savez peut-être pas encore, la pluviométrie sera très abondante cette année. Comment canaliser les eaux de surface au profit de l'agriculture? Un spécialiste nous en dira davantage. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Week Echo. Tout de suite, le mini-journal que nous présente Nadège Sani. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de votre émission Week Echo. Les énergies renouvelables sont une source inépuisable, du solaire à l'éolien en passant par la géothermie. Ces sources naturelles n'engendrent pas de déchets et polluent très peu. Le Bénin gagnerait à expérimenter ces diverses énergies renouvelables. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi forme-t-elle des spécialistes dans l'exploitation des énergies renouvelables? Océane Amoussou et Patrick Adjagbodjou répondent ici à la question. Le soleil, le vent, les déchets et les marées d'eau, un ensemble de ressources naturelles capables de produire de l'énergie électrique de façon continuelle et sans épuisement des diverses sources de production. Les énergies renouvelables constituent une alternative aux problèmes énergétiques. Nous mettons dans tout ce qui est énergie renouvelable l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse énergie, l'énergie hydraulique, la marée motrice et puis au fait toutes les autres formes au fait, qu'on peut déduire à partir d'un courant d'eau, etc. Comme tout pays, le Bénin a besoin d'une autonomie énergétique pour son développement durable. Expérimenter les systèmes d'énergie renouvelable serait un véritable atout. Dans certaines contrées de l'Afrique ou même de notre pays, nous avons donc quelques vitesses de vent qui pourraient nous permettre donc de faire de l'énergie renouvelable. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons en fait les déchets agricoles qui sont appréciables, je dirais. Et donc, à partir de ces déchets, on pourrait en fait faire de la biomasse énergie. À partir de ces cours d'eau que nous avons au Bénin, nous pourrions, de façon même saisonnière, au fait, produire de l'électricité. La mer, au fait, est une immense étendue d'eau. Cette eau peut être utilisée pour produire également de l'électricité. Et c'est ce que nous pourrions, en fait, appeler donc, en fait, l'énergie des vagues, etc. L'EPAC, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, forme depuis des années des spécialistes en installation des systèmes d'énergie renouvelable. Un apprenant qui finit au fait, à l'EPAC et qui sort avec son diplôme d'ingénieur ou bien avec son diplôme de master professionnel, et forcément, il a un acquis à travers donc, la connaissance théorique, à travers la connaissance pratique. Et pourtant, ces étudiants nantis de connaissances théoriques n'en sont pas encore totalement fiers, encore moins leurs enseignants. Nous voulons des décideurs au fait, qui nous accompagnent, qui nous mettent à disposition les moyens qui permettraient véritablement à l'apprenant de pouvoir déjà se faire la main avant de sortir de l'école. Il faut que l'État vienne appuyer ce centre pour que nous disposions des laboratoires, que nous disposons du matériel didactique pour les TP et que le niveau de la formation soit aussi rehaussé. Les énergies renouvelables sont une source d'énergie inépuisable. Grâce à ces énergies peu polluantes, c'est encore possible d'envisager une indépendance énergétique qui protège la nature. Cela y va de l'autonomie du secteur énergétique et de l'accès de tous à l'électricité.
Très utilisés dans le maraîchage, les engrais chimiques permettent d'augmenter le rendement. Même s'ils en font encore usage, certains maraîchers misent désormais beaucoup plus sur les engrais organiques. Ils disent prendre conscience des dangers liés à l'utilisation abusive des engrais chimiques. Suivons ensemble ce reportage de Destonia Bigot et Bernol Djogbe présenté par Estelle Pazot. Une production agricole sans produits chimiques, c'est le credo de l'agriculture biologique. Progressivement, les maraîchers s'inscrivent dans cette logique au fin de permettre aux populations de manger sain et de préserver l'environnement. De par le passé, nous utilisons les engrais chimiques à outrance. Ça, il faut l'avouer. Nous utilisons, mais actuellement, nous utilisons faiblement les engrais chimiques parce que nous voulons passer de l'étape de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Dans la gamme des engrais chimiques, nous utilisons, comme je viens de le dire, faiblement l'urée et NPK. Et dans la gamme des engrais, des fertilisants organiques, nous utilisons beaucoup de compost et des fientes. L'utilisation des produits chimiques pose des problèmes non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la santé, surtout lorsque le dosage est mal fait. Lorsque vous voyez un fabricant qui donne des formulations, c'est-à-dire il propose tel type d'engrais, cela s'accompagne toujours des dosages, la quantité qu'il faut utiliser. Maintenant, en plus de cela, les gens ne maîtrisent pas trop les moments propices pour l'application, ce qui fait qu'on assiste à l'utilisation abusive. Et cela aussi est renforcé par l'état de pauvreté de nos sols, où le producteur, lui, il attribue directement le dépassement des doses à l'augmentation du rendement, et ce qui fait que les gens, ils en mettent beaucoup dans l'espoir d'avoir un bon rendement. La prise de conscience des dangers liés à l'utilisation abusive des produits fait ici son chemin. Aujourd'hui, le sol est tellement pauvre que même les engrais chimiques, ça ne va pas. Alors il nous faut nécessairement le compost pour pouvoir donner le rendement qu'il faut. Et nous sommes dans un environnement où cela s'impose. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, nous devons automatiquement passer du maraîchage conventionnel au maraîchage biologique. Quelques bonnes pratiques sont à prendre en compte pour une meilleure utilisation de ces produits. Je ne dirais pas qu'il faut arrêter d'utiliser les engrais chimiques, c'est-à-dire les engrais de synthèse, mais d'utiliser ça de façon raisonnée en combinaison avec les engrais organiques pour garantir la durabilité. Et lorsque nous parlons d'utilisation raisonnée des engrais chimiques, c'est-à-dire quoi? Il faut respecter les doses recommandées, appliquer ça au moment propice. En optant pour une agriculture biologique, les maraîchers entendent lutter contre la dégradation des sols et l'insécurité alimentaire. C'est leur façon à eux de permettre à l'agriculture de jouer pleinement son rôle, nourrir sans intoxiquer. Dans l'Église catholique, le prêtre est un homme qui met sa vie au service du peuple de Dieu. Il est un envoyé de l'Église pour proclamer la bonne nouvelle du Christ. Mais tout le monde n'est pas prédestiné à assumer cette fonction. Il est indispensable de remplir certains critères avant de devenir prêtre. Andrea Oussou et Bernadette Soglono nous parlent du processus pour devenir prêtre catholique. C'est un reportage présenté par Marcel Arossi. La vocation de devenir prêtre et de servir Dieu répond à un long processus. Elle est acquise dès le bas âge à l'aune des séances de prière, d'adoration et de la vie communautaire sous la houlette d'un membre du clergé. Devenir prêtre prend sa source dans le désir d'être continuateur de la mission accomplie par le Christ. C'est pourquoi des jeunes que nous appelons aspirants, ceux qui sont habités par le désir de devenir prêtre, c'est eux qu'on accueille dans les séminaires quand ils ont auparavant partagé leur désir de devenir prêtre avec leur curé. Et c'est une première étape que l'on appelle étape de l'aspiranat. C'est ainsi qu'ils passent de l'étape de l'aspiranat à la vie du séminariste. Et on parlera du discernement de sa vocation. Puisque son cheminement est un long cheminement, l'informateur a l'occasion de l'apprécier sur sa maturité humaine, sur sa capacité intellectuelle, sur sa vie spirituelle et sur sa capacité de relation avec l'extérieur.
Pour le Confions à la futur miséricorde prêtre, de Dieu la durée de sa formation ce que dépend nous avons essentiellement choisi. de l'étape à laquelle il a commencé. Et ceux qui ont commencé par les petits séminaires ont 9 ans de formation initiale avant de passer le filtre du séminaire propédeutique qui les introduira au grand séminaire où ils subiront 8 ans de formation en vue du ministère. Et c'est là la formation essentielle elle-même. C'est au grand séminaire qu'est concentré l'essentiel de la formation en vue du ministère. Il est traditionnellement requis par les tests et autres lois régissant le processus de porter la soutane, l'âge minimum de 25 ans au plancher et 75 ans au plafond pour jouir de ses droits. Le prêtre est par définition un ancien. Un ancien a besoin quand même d'un minimum de sagesse. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas devenir prêtre quand on n'a pas au moins 25 ans, 25-27 ans au minimum. Car le prêtre, il est pasteur et il a toujours la charge des âmes. C'est une vie difficile, mais passionnante. Elle est difficile, extrêmement difficile. Il y a donc lieu de les encourager vivement et de les accompagner dans cette marche. Il y a lieu surtout de les aider à faire un bon discernement, car il ne sert à rien de devenir prêtre si être prêtre n'est pas le lieu de son épanouissement. C'est donc du long processus fait d'études théoriques et pratiques aux extraits des principes canons de la théologie chrétienne et de l'exégèse que se forge le statut du prêtre, appelé à distiller dans l'opinion la parole de Dieu et les bonnes pratiques du fidèle chrétien catholique. C'est la fin du mini-journal, mais oui, Keko continue avec Roch Aurélien Accueil. Merci à vous, Nadège Sani. La suite de Week Echo, c'est tout de suite avec la revue de presse économique de l'actualité de la semaine présentée par Marcel Rossi. Amis de la revue de presse, bonjour, bonsoir. 20 milliards de francs CFA comme appui financier au programme d'action du gouvernement. C'est une aide de la Banque ouest-africaine de développement, précise Fraternité. Le journal souligne que ce financement est destiné à booster le programme d'assainissement des eaux pluviales de Cotonou. À sa page 5, le Canard a donné les détails des différents travaux liés à l'assainissement de Cotonou qui reste une action d'envergure. D'un projet à l'autre, la nation revient pour sa part sur le projet de boucle ferroviaire Bénin-Niger. Le journal s'intéresse au choix du chef de l'État qui a préféré la Chine au lieu d'Aoré et de Bolloré. Et la nation rapporte que le chef de l'État a dit, je cite, « Un investisseur privé ne peut pas financer seul le chemin de fer que nous voulons. Nous avons besoin d'un équipement moderne. Notre chemin de fer ne doit pas nous éloigner de l'avenir. » Fin de citation. Campagne agricole 2018-2019, les prix des engrais cassés. Nous l'apprenons avec le matinal. Des mesures incitatives pour booster la campagne agricole qui sera lancée le 19 avril 2018. De 12 000 actuellement en vigueur, le prix du sac de 50 kg d'engrais passe désormais à 6 000 francs CFA. Une subvention de 50% au profit des producteurs du palmier à huile, d'ananas, d'agrumes et de cultures maraîchères, précise l'économiste. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres du mercredi 28 mars 2018. Marché européen, le miel béninois de retour, signale La Nation. Il y a quelques mois, le monde agricole avait jubilé à l'annonce de la possibilité pour l'ananas béninois de retrouver à nouveau le sol européen après des mesures d'interdiction. Il devra encore pousser des cris de joie. Le Conseil des ministres du mercredi dernier a en effet annoncé que le miel béninois est de nouveau autorisé en Europe. Revue conjointe des projets de la Banque mondiale, le portefeuille du Bénin se porte bien, nous rapporte l'économiste selon Katrina Charkey, la représentante résidente de la Banque mondiale au Bénin. Elle a indiqué que des avancées ont été enregistrées depuis la revue de 2017, même si des efforts restent encore à faire. Ainsi se referme la revue de l'actualité de la semaine. Bon dimanche et à dimanche.
Merci Marcel Arrossi pour cette revue de presse économique de l'actualité de la semaine bien fournie. Et un sujet dont nous allons débattre en décryptage tout de suite a d'ailleurs fait le chou gras des journaux. Il s'agit de la boucle ferroviaire qui a été reprise aux deux protagonistes. Nous en parlons. Pourquoi l'option chinoise? Eh bien, c'est tout de suite. Et les confrères, ils sont déjà là. Gédéon Vegba, bonjour. Bonjour Aurélien Akoyego. La pleine forme. Très en forme, oui. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes journaliste au service de l'information de la Radio Nationale. Merci d'être là. Et en face de vous, Moïse de Saumon, bonjour. Bonjour, Roque. Moïse, on ne le présente plus, il est journaliste au quotidien Fraternité. Merci d'être là également. Merci. Voilà, nous parlons de ce projet de boucle ferroviaire contre toute attente. Eh bien, le chef de l'État béninois retire au groupe Bolloré et au groupe Petroline ce projet de construction de la voie ferrée Bénin-Niger. Dites-nous, comment appréciez-vous cette décision du chef de l'État béninois, Patrice Talon? J'estime qu'à tout point de vue, c'est une décision raisonnable. Je ne dirais pas que c'est une bonne décision, mais elle est vraiment raisonnable. Et pourquoi elle est raisonnable selon vous? Raisonnable parce que quand on voit un peu les deux partenaires en conflit, d'abord il faut dire qu'à l'origine c'est le groupe pétrolier qui a d'abord eu ce marché. Ensuite les deux États, le Bénin et le Niger, se sont arrangés pour le confier à Bolloré. Alors qu'en temps, Pétrolier avait fait appel à Bolloré comme partenaire technique sur le projet. Cela voulant dire que même si le groupe pétrolier a la capacité de mobiliser le financement, c'est qu'il n'a pas les références techniques pour réaliser cet ouvrage-là. Mais en cours de route, il y a eu les démêlés judiciaires qu'on a vus et finalement, le groupe pétrolier a remporté la bataille. Mais il se fait que depuis 2013 jusqu'à maintenant, ce projet n'a pas vraiment évolué. Tout à fait. Il est vrai que le groupe Bolloré a essayé de faire quelque chose sur le terrain, mais ce n'est pas encore ça. Mais ce n'est pas encore ça. Donc il fallait maintenant aller de l'avant au lieu de faire traîner les choses. Et quand on voit aussi le nombre de milliards qu'il faut mobiliser, c'est quand même 4 milliards de dollars, ce n'est pas rien. Tout à fait. Et cette voie, c'est 648 km, c'est énorme. Et ce n'est pas un petit projet, donc il faut chercher maintenant des investissements lourds, des gens qui ont la capacité technique de réaliser ce projet pour qu'enfin le train puisse siffler à nouveau entre le Bénin et le Niger. C'est pourquoi vous estimez que c'est une décision raisonnable du parce chef de l'État? qu'aucun des deux jusque-là n'a encore prouvé qu'il peut réaliser ce projet autant sur le plan financier que sur le plan technique. D'accord. Les deux entreprises, les deux groupes ont dû faire de sérieux investissements dans ce projet. Ils ont certainement eu à faire de sérieuses négociations, de sérieuses concessions ont certainement dû être faites. Dites-nous, qu'a-t-on promis à ces deux protagonistes pour qu'ils acceptent de se retirer de ce projet? Non, sans être dans le secret des dieux ou sans savoir lire dans un bar de café, je pense qu'il y a un modus vivendi entre les deux parties, forcément. C'est-à-dire que les chefs d'État ont dû conclure d'accord avec les deux parties en conflit pour reprendre les travaux. Et ceci dit, le projet tel que présenté, c'était évident. Moi j'ai bien l'impression qu'on s'est amusé longtemps. Parce que, comme il a dit, c'est évident que Pétrolier n'a pas les moyens ni les moyens techniques, ni les moyens financiers. Or, c'est un projet très ambitieux. Pharaonique, c'est un projet impressionnant. Donc, c'était évident que cet opérateur économique ne pouvait pas réaliser le projet. Et le groupe Bolloré, on connaît la dimension et l'envergure de Bolloré, mais c'est 1000 milliards de francs CFA. Et 1000 milliards de francs CFA, ce n'est pas à la porte d'à côté. On ne peut pas aller prendre ça là. Donc, c'était évident aussi que mobiliser ces fonds allait faire un montage financier, mobiliser les 1000 milliards, ce n'est pas amusant. Voilà. Donc, c'était avec le conflit qui les a opposés, a fait perdurer le démarrage des travaux. Aujourd'hui, les chefs d'État nigériens et béninois se sont entendus pour confier le projet à des Chinois. Mais je pense que ce n'est pas mauvais. Oui, on a confié le projet à des Chinois, mais pour que la situation en soit ainsi, on a dû faire certaines concessions aux différentes parties. Le groupe pétrolier, par exemple, qui doit réaliser un port sec à Semek-Podji. L'autre partie qui réclame qu'on lui rétrocède ce qu'il a investi dans la réhabilitation de 140 km de la voie ferrée qu'il a eu à faire. Est-ce que vous pensez que ce sont des négociations qui peuvent vraiment permettre la relance de ce projet? Laisser
laisser libre cours à l'entreprise chinoise, comme vous le dites déjà, d'entreprendre la réhabilitation de cette voie ferrée? C'est le minimum qu'on puisse faire. Dans une affaire, il faut savoir négocier, savoir trouver des terrains d'entente. Et si les gens investissent, il faut les dédommager pour qu'ils puissent entrer dans leurs investissements. Donc c'est normal que les chefs d'État puissent quand même permettre aux entreprises qui ont mis de l'argent dans cette affaire-là de rentrer dans le fonds. Voilà. Tout à l'heure, on disait déjà, il annonçait les couleurs, le projet a été confié à l'entreprise chinoise et il se fait que c'est une entreprise qui a en charge la réalisation de la ligne TGV du Nigeria. Vous pensez que c'est une option qui va véritablement avantager les deux communautés béninoises et nigériennes? Oui, je pense que oui. D'abord, il faut dire que la Chine a promis cette année d'investir 60 milliards de dollars rien que pour les chemins de fer en Afrique. Ça veut dire que le financement est disponible et qu'ils ont également les références techniques qui sont disponibles également. Et vous voyez, le TGV au Nigeria, c'est un projet énorme. Ça n'a rien à voir avec les chemins de fer dont on parle ici. C'est un palier supérieur en termes de technicité et de financement. Si déjà cette entreprise-là est capable de réaliser une ligne de TGV au Nigeria, c'est qu'elle peut valablement réaliser, tout au moins sur le plan technique, les rails entre le Bénin et le Niger. Je pense que ça va de soi. Donc ce choix n'est pas mauvais. Mais ce sont plutôt les conditions du contrat qui nous intéressent, nous autres. Est-ce que le Bénin et le Niger gagnent réellement? Parce que la Chine aussi n'est pas un État philanthropique. Elle a des intérêts énormes, tout comme Pétrolier et Bolloré. Il ne faudrait pas que les intérêts soient vraiment énormes et dépassent ce que gagnerait Bolloré et Pétrolier, même si les deux n'arrivaient pas encore à réaliser le projet. Donc il faut que le Bénin et le Niger soient gagnants dans ce projet et non qu'on nous serve quelque chose juste pour la forme, qu'on voit que les rails ont été faits, mais quand dessous, que ce soit la Chine seulement qui soit bénéficiaire. Voilà. Merci à vous, Moïse Dossoumo, pour avoir soulevé cet aspect de la question. Aujourd'hui, Gédéon, il faut mobiliser, vous l'avez dit, 1000 milliards de francs CFA pour pouvoir réaliser ce projet. Quels seront pour le Bénin et le Niger les avantages collatéraux de ce projet une fois réalisé? Bon, avant de répondre à votre question, je pense que l'option chinoise n'est pas une mauvaise option, parce que la Chine, c'est une expérience vieille, de 1901 à aujourd'hui. Ils sont à 127 000 km de voies ferroviaires. Et c'est plus de 2100 milliards d'investissements. Quand on parle de 2100 milliards de dollars d'investissement, ça fait près de 1000 ans de budget béninois. Donc, c'est pour dire que... Au même moment, on dit que les projets, les réalisations des ouvrages chinois qui se font en Afrique ne durent pas souvent longtemps. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce niveau-là, il faut être aussi regardant? La faute revient aux Africains. Les Chinois viennent avec leur expérience technique et autres, mais il revient aux Africains de suivre les travaux et voir si ça répond aux normes en la matière, aux normes internationales. Est-ce que nous avons l'expertise? Ça ne doit pas manquer. Ça ne doit pas manquer. On a l'expertise au Bénin pour vérifier, contrôler tout ce que la Chine réalise comme infrastructure ici. D'accord. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut redimensionner ce projet? Avant, c'était un projet qui devrait servir au transport de marchandises, mais aujourd'hui, avec les réalités qui s'imposent, est-ce qu'il ne faut pas redimensionner le projet? Oui, mais il faut aller pas à pas. Il ne faut pas aussi être trop précis sur les choses. Pour l'instant, je pense qu'il faut permettre à l'entreprise de démarrer d'abord les travaux, voir si dans le démarrage, tout ce qu'on a prévu, parce qu'une chose est de faire des projections, et dans la phase de réalisation, on peut avoir d'autres réalités et qui permettent ou bien qui poussent à revoir encore le projet. Donc pour l'instant, il faut déjà saluer le démarrage de ce projet, parce que si tant est que les deux parties sont tombées d'accord pour se retirer et permettre à la Chine de prendre le marché, c'est déjà une bonne chose. Et on va voir le démarrage et puis au cours du démarrage, on verra si en temps il faut redimensionner ou pas. D'accord. Parlant de ce redimensionnement du projet, Moïse, on voit dans les pays développés des chemins de fer qui desservent les villes, les quartiers. Je veux parler des tramways. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui opportun de penser à ces projets pour qu'aujourd'hui, les gens puissent facilement venir de Boycon, venir de Dassa à Cotonou? Je pense que les gens viennent déjà facilement de Boycon, de Dassa. Oui, mais avec le chemin de fer qui va mais quand vous parlez de tramway, je pense que c'est beaucoup trop parlé en avant.
Nos problèmes aujourd'hui... On n'a pas droit d'être Non, ambitieux. ce n'est pas ça. Le développement, ce n'est pas la construction des buildings, ce ne sont pas les routes, ce n'est pas ça le développement. Mais on dit souvent que le développement passe par le développement de la route. Ne nous trompons pas. Oui. Le développement, c'est quoi? C'est la satisfaction des 5 besoins fondamentaux. C'est d'abord ça. Oui. Combien de Béninois sont en mesure de satisfaire ces 5 besoins fondamentaux? Quand vous mettez les tramways et tout ce que vous dites là, et que les gens ne mangent pas à la fin, les gens ne se soient pas, les gens ne vont pas à l'école, qui va les utiliser? Il faut d'abord avoir les moyens d'aller vers ces investissements lourds. Mais quelque part, ça va régler un problème, n'est-ce pas? Ça ne réglera aucun problème. Ça va désengorger, par exemple, le Cotonou. Davantage le fossé entre les riches et les pauvres. Seuls les riches, qui ne sont qu'une poignée, pourront aller vers ces investissements-là. Il faut d'abord que l'homme puisse être satisfait dans ces 5 besoins avant qu'on aille vers ces genres d'investissements-là. Ce qu'on fait en Afrique, c'est mettre la charrue on va avant attendre le bouc. longtemps. Pour satisfaire ces 5 besoins, ce n'est pas une question de centaines de milliards. Si nos gouvernants le veulent, en 5 ans, 10 ans, ce sera réglé. Tant que le Béninois qui sait qu'il est malade peut aller dans un centre de santé, dit je suis malade, soignez-moi, sans débourser un copec, suivre les soins, avoir les médicaments, rentrer chez lui. Tant que son enfant pourra aller à l'école sans qu'il débourse un copec, tant qu'il pourra vivre valablement sous un toit, mais tant que ça c'est réglé, on est déjà allé vers le développement. C'est déjà un palier important du développement. Tout ce que vous dites là viendra après. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'il disait par rapport aux avantages de ce projet-là. Nos routes déjà souffriraient moins. Déjà que leur qualité les a désirées. Ce que nous avons comme camions ici, c'est ces cercueils-là qui roulent sur la route, on en verra moins. D'abord, les propriétaires de ces camions-là ne sont pas neufs. C'est des trucs usagés, c'est des trucs qu'on ramène ici, qu'on met sur nos voies. Il y a des avantages accordés par la loi de finances gestion 2018. La loi de finances, je parle de vous et moi, qui facilite l'importation de camions neufs. Combien de Béninois n'ont pas peur, n'ont pas la trouille quand ils voient les camions sur nos voies? C'est ça la réalité, ce n'est pas la loi de finances. Oui, et c'est ça que la loi de finances veut corriger. Combien de promoteurs sont à même d'acheter des camions neufs? Ils sont combien dans ce pays? Tout ce qu'on voit là, ce sont des cercueils roulants. Si on réalise ce chemin de fer là, au moins, on sait que nos routes souffriraient moins. Elles vont durer plus longtemps, même si la qualité les a désirées. On sait que les accidents causés par les gros porteurs seraient moindres parce qu'on en verra moins dans nos routes. C'est déjà un grand pas pour moi. Si déjà, sur ce plan, ces questions peuvent être réglées. Et l'environnement aussi gagnerait. OK. On a dit... Je vais répondre sur D'accord. la question du tramway. Oui, allez-y très rapidement. Je pense qu'à l'état actuel de notre développement, ça c'est rêvé, trop grand. On n'a pas les moyens de faire ça. Ça, il ne faut même pas dire que c'est même pas possible. Pourquoi vous estimez que ce n'est pas possible? Le développement, il faut faire des prévisions. Ceux qui l'ont aujourd'hui... C'est de lourds investissements. Oui. Et actuellement, le budget que nous avons ne peut pas permettre de faire un tel investissement. C'est colossal. Les pays qui ont même pensé à ça en Afrique, c'est des pays qui ont des réserves. On prend l'Algérie. L'Algérie, aujourd'hui, a plus de 2000 milliards en réserve aux États-Unis. L'Égypte, c'est les pays maghrébins pour la plupart qui ont eu cette ambition de réaliser des tramways. Même la Côte d'Ivoire qui a tenté de faire la chose n'est pas encore, en tout cas... Oui, c'est bientôt fini en 2019. C'est bientôt, vous avez dit, on n'a pas encore vu. C'est vrai que les travaux sont en cours, mais encore qu'on ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire au Bénin. Nous sommes dans la Côte d'Ivoire, c'est 40% du oui, c'est vrai, nous sommes dans un environnement où de ces infrastructures sont en pleine expansion. Vous venez de parler du cas de la Côte d'Ivoire. À côté, ici, il y a le Nigeria et on est au milieu. On ne peut pas penser à ça. Non, nos ressources actuellement ne nous permettent pas de penser même à ça. On n'a pas des ressources aussi importantes pour dire qu'on peut et quand est-ce qu'on aura ces ressources pour y penser? Pardon? Quand est-ce qu'on aura ces ressources pour y penser? Il va falloir qu'on travaille, qu'on crée la richesse. Parce qu'actuellement, on n'en crée pas trop pour dire qu'on peut se permettre de réaliser des travaux. Mais vous savez aujourd'hui, pour réaliser ces infrastructures, il faut faire beaucoup de casques, il faut dédommager des gens. Lorsqu'on ne met pas l'ossature du projet en place, est-ce que vous pensez que d'ici 10 ans, ce sera encore possible, au moment où les populations se seraient déjà installées dans les emprises de ce projet? Vous insistez sur le tramway, mais je pense que ce n'est pas pour 50 ans, pas avant 50 ans. Ça, c'est sûr. Pas avant 50 ans. Parce que pour faire un tel projet, vous l'avez dit, ça nécessite assez d'études, assez de moyens, assez de prospection. Donc, si nous en sommes à dire qu'on veut démarrer le chemin de fer, qui est déjà existant, mais qu'on veut réhabiliter, réaménager, on n'en est pas encore... Au bout du tunnel, ce n'est pas tramway qui va se réaliser. D'accord, merci, on vous aura compris. Moïse, pour aujourd'hui, s'il faut plaider pour qu'on réaménage un peu ce projet, que proposeriez-vous pour que cela serve véritablement au développement des deux nations?
C'est déjà que les rails qui seront faits soient des rails modernes. Je pense que c'est le moins qu'on puisse demander. Mais si on fait encore des rails d'il y a 50 ans, d'il y a 60 ans, je ne pense pas que le Bénin et le Niger soient gagnants dans cette affaire-là. Que les rails qui seront posés au moins soient modernes et répondent aux normes techniques actuelles. Je pense que c'est le minimum qu'on puisse demander, vu les conditions dans lesquelles ce projet a été conçu, vu tous les démêlés qu'il y a eu, et vu maintenant l'amorce de réalisation que nous sommes en train de voir. Je pense qu'on ne peut pas demander plus que ça. C'est tout au moins que les rails soient modernes et durent le plus longtemps possible. Merci à vous, Moïse Dosoumon. Par rapport aux locomotives, est-ce qu'il faut de nouvelles locomotives ou bien celles que nous avons qui sont là? Non, je pense que dans le projet originel, c'est dit qu'il y aura des locomotives neuves. Ce n'est pas de vieilles carcasses qu'on va nous donner. Donc il revient au Bénin maintenant de veiller sur la qualité de ces locomotives. D'accord. Merci à vous, Gédéon Vegba. Merci également à vous, Moïse Dosoumon, pour ce partage d'opinions sur ce projet de la boucle ferroviaire qui, désormais, vient d'être confié à une entreprise chinoise. Nous espérons bientôt voir ce projet surgir de sous terre et aboutir véritablement. Merci à toutes et à tous. On enchaîne tout de suite avec le dossier de la semaine. Les pluies s'annoncent très abondantes cette année selon les prévisions météorologiques. Une bonne nouvelle pour la production agricole, mais comment maîtriser et canaliser les eaux de surface pour que cela serve à la production agricole? Eh bien, on en parle avec un spécialiste. Il est climatologue environnementaliste, enseignant à l'université, mais avant, suivons ce reportage. Les eaux de surface constituent un élément important pour l'agriculture, l'élevage et la pêche. Mais leur maîtrise reste un défi pour le Bénin. Au Bénin, il faut dire que la situation est loin d'être satisfaisante, à mon avis. En réalité, on a certes un fort potentiel agricole, mais très sous-développé du fait de la non-maîtrise de l'eau. Malgré l'arrosage du territoire national par d'importantes quantités d'eau de pluie, le Bénin continue d'importer des cultures vivrières des pays sahéliens en saison sèche. Vous prenez sur beaucoup de cultures de vivres, le Bénin continue de dépendre de l'extérieur, notamment certaines cultures exigeantes en eau, et parfois même nous importons ces cultures-là, par exemple les produits maraîchers, de pays qui ont moins d'eau que nous. Simplement parce que ces pays ont pu asseoir la maîtrise de l'eau, construire des ouvrages, mobiliser l'eau et utiliser ça pour l'ensemble de ses besoins. Des efforts de rétention d'eau de surface ont été faits. Ils peinent à prospérer faute d'entretien. On a sur le territoire national à peu près 300 barrages ou petites retenues ou mares qui servent pour la plupart à des activités agricoles, à savoir irrigation, élevage ainsi que pêche. Mais sur cet ensemble de près de 300 ouvrages, il y a près de 2/3 aujourd'hui qui sont hors d'usage. Pour des questions d'entretien, ça ne tient plus la route, donc on n'en profite quasiment pas. Selon les techniciens en hydraulique, les eaux de surface peuvent être mieux canalisées. Tout comme les autres pays de la CEDEAO, le Bénin bénéficie d'un grand projet à cet effet. Nous allons travailler, par exemple, pour que, au niveau de la mise en place du projet de Dogobis, qui est un grand projet, un projet très intéressant pour le Bénin, parce que c'est un barrage multifonction qui permettrait en même temps de produire de l'électricité, de faire de l'agriculture, d'avoir de l'eau également pour l'approvisionnement en eau potable et bien même des usages comme la pêche. Vu les bénéfices qu'on pourrait tirer de cet important barrage, nous allons veiller à ce que la directive soit vraiment appliquée et que les populations affectées soient également au cœur du processus. La sécurité alimentaire dépend en partie d'une bonne gestion des eaux de surface. Par la maîtrise de celle-ci, le Bénin pourrait rehausser la productivité de son secteur primaire. Voilà,
nous sommes sur le plateau du dossier de la semaine et notre invité nous a déjà rejoint. Il s'appelle Thierry Kodjo, docteur. Il est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Il est climatologue environnementaliste et c'est avec lui que nous parlons de cette gestion des eaux de surface. Et pour conduire bien cet entretien, bonjour d'abord. Bonjour, monsieur Akoin. Oui. Et pour conduire cet entretien, j'ai le plaisir d'être à côté, d'être en compagnie d'Estelle Espérance Ropazo. Bonjour Estelle. Bonjour Aurélien. Spécialiste des questions agricoles sur BB24. Si vous le dites. Hein. Experte également. Ah oui. Oui, nous parlons de la gestion des eaux de surface et tout à l'heure, j'ai eu à dire que c'est une bonne nouvelle parce que pour l'agriculture, parce que les prévisions météorologiques annoncent une abondance de pluie pour 2018. Et l'expert semble ne pas être d'accord avec vous. Il semble ne pas être d'accord. Pourquoi? C'est pas que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas totalement d'accord. Parce que aussi bien que le manque d'eau est préjudiciable aux cultures, l'abondance ou l'excès d'eau aussi est préjudiciable aux cultures. On a assisté à des inondations d'exploitation agricole dans les vallées ou dans les milieux basses, ici au Bénin. Tout à fait. Donc, les cultures qui ont déjà sont déjà arrivées à un certain stade de développement, quand ces cultures-là sont inondées, ça détruit totalement les exploitations. Donc, ces cultures sont totalement détruites. Okay. Donc, aussi bien l'excès d'eau que le manque d'eau sont préjudiciables. Donc, c'est qu'il pleuve de manière raisonnable qui est souhaité. Alors, si cette année, les prévisions annoncent une abondance de pluie, qu'est-ce qu'il faut faire pour contenir ces risques-là? Il faut dire que d'abord, il faut que nous arrivions à identifier les risques que court la production agricole du fait d'une abondance de pluie. Il y a plusieurs risques. Le tout premier risque, c'est le risque d'inondation des exploitations, donc le risque dont je parlais tantôt. Oui. On risque d'assister à l'inondation des cultures qui sont déjà à un stade de développement avancé. On a aussi un second risque qui est le risque de l'érosion des sols. Donc, le risque de réduction de la fertilité des sols par l'érosion, par le fait de l'érosion, qui va entraîner le comblement des cours d'eau. C'est-à-dire que tout ce qui est matériel organique qui est transporté du continent vers les cours d'eau créeront le comblement des cours d'eau et créeront donc des problèmes aux espèces halieutiques, donc aux poissons. Et par conséquent, c'est préjudiciable pour la pêche et tout ce qui est relatif à la pisciculture, ainsi de suite. Donc, l'abondance d'eau est préjudiciable aux poissons aussi? Pardon? L'abondance d'eau peut être... L'abondance d'eau de pluie, parce que l'abondance d'eau de pluie va traîner l'érosion. Oui. OK? Et donc, qui parle d'érosion parle du drainage d'éléments solides du continent vers les cours d'eau. Et du sable? Du sable. Les pesticides également. Les pesticides qui sont utilisés dans les champs vont désormais drainer du continent vers les cours d'eau, ce qui risque même de créer l'asphyxie des poissons. Les poissons risquent d'être asphyxiés. Il y a même une étude d'une enseignante-chercheur à l'EPAC qui a démontré qu'il y a beaucoup d'éléments contenus dans les engrais chimiques qui sont utilisés, qui sont aujourd'hui retrouvés à l'intérieur des poissons. Tout à fait. Un exemple, c'est le plomb, qui est retrouvé aujourd'hui dans les ventres, pour ainsi dire, de nos poissons qu'on mange, ce qui est dangereux pour la santé de l'homme. Mais vous savez, la population agricole réclame qu'il pleuve. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on annonce une abondance de pluie et que l'on puisse commencer à avoir des soucis encore? Bon, la population agricole réclame qu'il pleuve, mais la population agricole ne réclame pas qu'il pleuve abondamment. La population agricole réclame qu'il pleuve de manière raisonnable, comme cela se doit pour que ce soit utile pour l'agriculture. Vous savez, les prévisions annoncent aujourd'hui une abondance de pluie, mais les prévisions n'ont pas clarifié comment est-ce qu'il va pleuvoir. Quand on parle d'abondance de pluie, il peut pleuvoir raisonnablement sur une longue durée. Quand on fait les totaux pluviométriques, on va avoir un cumul assez élevé. Alors, il peut pleuvoir abondamment sur une courte durée. C'est ça qui est dangereux surtout. Quand il pleut abondamment sur une courte durée... C'est ça qui crée les inondations. Les inondations, étant donné que nos sols ici n'ont pas une grande capacité d'absorption de l'eau, ça peut créer les inondations, des exploitations, donc ce que j'ai annoncé, ce que j'ai énuméré sur Prat.
ça peut créer le lessivage des sols. À part l'érosion, il y a ce qu'on appelle le lessivage des sols. Les ressources en eau qui s'infiltrent dans le sol drainent avec elles une bonne partie des richesses du sol qui sont utiles pour les plantes. Donc, c'est le phénomène de lessivage. Ça crée donc l'appauvrissement de nos sols. OK? Ça va créer ce qu'on appelle le comblement des cours d'eau dont j'ai parlé. Mais tous ces risques, pour gérer ces risques, il faut passer par ce qu'on appelle en langage technique les aménagements hydro-agricoles. Voilà. Ce dont l'expert a parlé dans votre élément témoin tout à l'heure, de maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau passe par les aménagements hydro-agricoles. Et est-ce qu'au Bénin, aujourd'hui, nous avons ces aménagements hydro-agricoles? On en a, mais pas en quantité suffisante. On va en arriver là tout à l'heure. Okay. Les aménagements hydro-agricoles, quand il s'agit du surplus d'eau, il faut offrir le chemin aux ressources en eau supplémentaires pour qu'elles puissent quitter les exploitations agricoles. Okay? On va vous parler, les techniciens vont vous parler des drains et des collecteurs pour permettre aux ressources en eau supplémentaires de quitter les exploitations agricoles pour ne pas inonder les cultures. Alors, quand il s'agit du surplus d'eau, il peut pleuvoir sur une courte durée, j'ai dit, abondamment, et immédiatement après, sur une longue durée même, on peut manquer d'eau. Pour cela, on piège les ressources en eau. Donc, on crée ce qu'on appelle les bâches à eau, qui sont de grands réservoirs de ressources en eau, pour pouvoir économiser la ressource en eau et l'utiliser en cas le Bénin en dispose. Quand vous allez aujourd'hui dans la basse vallée de Lomé, ça se fait. Les premières expériences ont commencé avec les tout premiers projets d'aménagement hydro-agricole qui datent des années 60-70 et qui sont partis entre les années 80, 85, 90 avec à cause de ce que nous sommes en termes de civisme et de citoyenneté. Alors, donc je vais parler de la mauvaise gestion. Tout à fait. Donc ces projets-là sont partis. Mais aujourd'hui, avec le contexte des changements climatiques, ces projets sont en train de revenir aujourd'hui parce qu'on est en train de comprendre que les seules options d'adaptation durable de l'agriculture au changement climatique sont les aménagements hydro-agricoles qui nous permettent d'avoir de l'eau, de piéger les ressources en eau pour en disposer en temps de manque, de créer des ouvrages de drainage des ressources en eau pour libérer nos exploitations agricoles en cas de surplus d'eau. C'est ça. Alors, vous avez parlé d'un projet dans la vallée de Lomé qui gère les eaux de pluie. Est-ce que vous ne pensez pas que ce projet est nécessaire pour Cotonou? Parce que je ne sais pas si je suis juste, mais c'est à Cotonou qu'on souffre beaucoup plus de l'inondation dans les maisons et autres. Je peux paraître cruel, mais je pense que je serai véridique. À Cotonou, dans 60% des cas, ce n'est pas de l'inondation. C'est quoi? 60% du territoire aujourd'hui occupé par les habitations à Cotonou sont des bas-fonds et c'est du marécage aussi. Donc, c'est des espaces normalement destinés à la production risicole ou à la production halieutique. Mais qui ont été remblayés et qui sont occupés par la population. Lotis, je dis ça comme ça, qui ont été lotis. Okay? Oui. Donc, ce n'est pas des espaces qui sont destinés à la construction. En aménagement, il y a ce qu'on appelle les différents types de zones. Il y a les zones à constructibilité limitée, donc des zones où le sol n'est pas, où la morphologie du sol, où la structure du sol ne permet pas de construire. Les zones non constructibles, c'est les exemples de marécages que nous avons à Cotonou, qui sont aujourd'hui lotis et habités. Où malheureusement on construit de grands immeubles. Voilà, il y a les zones constructibles, donc les espaces où on peut construire. Donc Cotonou, à plus de 60%, est au-dessous du niveau de la mer. Vous comprenez ça? Oui. Ça veut dire que quoi? Que c'est un peu comme si quelqu'un va construire sur la mer et se plaint de la force des vagues. Donc à Cotonou, ce n'est pas de l'inondation dans plus de 60% des cas. Donc les gens, vous êtes allés vous mettre sur le chemin de l'eau, le chemin naturel de l'eau, et vous vous plaignez par la suite que l'eau vienne passer par son chemin. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire pour Cotonou? Non, pour Cotonou, il y a à déloger et à reloger les populations qui sont dans les niveaux, qui sont au niveau situés sur les niveaux les plus bas, les exutoires naturels de l'eau. Ça va être très coûteux, mais c'est la seule et véritable option pour gérer durablement
les questions d'inondation dans Cotonou. Autrement dit, parce que ceux qui sont allés s'installer sur les exutoires naturels de l'eau bloquent le chemin à l'eau. Conséquence, l'eau risque même d'aller là où elle ne devait pas aller. Tout à fait. Vous comprenez? Oui. Donc, pour Cotonou, le technicien, le spécialiste en hydrologie va vous dire clairement qu'à Cotonou, dans 60% des cas, ce n'est pas de l'inondation, c'est que c'est les populations qui sont en train d'aller chercher querelles. Les populations qui ont inondé l'eau. Voilà. Justement. Mais ça fait des années que les autorités le savent. Pourquoi ne prennent-elles pas des dispositions pour épargner justement les populations de ces affres des inondations? Je crois que cette question, monsieur Akouin, c'est beaucoup plus aux autorités qu'il faut la poser. Mais vous travaillez avec elles, justement. Oui, mais vous savez, les autorités sont dans une dynamique. Pour un Béninois lambda, c'est la réalisation d'infrastructures, c'est la présentation des autorités à la télé pour montrer qu'elles sont en train de travailler, qui arrange les autorités. Parce que c'est ça qui leur accorde des points pour que aux élections prochaines... Tout à fait. Mais les réels problèmes qui se posent, elles n'en pensent pas. Voilà. Merci donc à vous, docteur Thierry Kodjo, d'être passé dans cette émission. Un autre volet de ces débats va se consacrer à la gestion des catastrophes naturelles liées aux inondations. Ce sera très bientôt. Merci d'être passé, fourni toutes ces explications. Merci également à vous, Estelle Espérance Ropazou. Merci à vous. Et bonne fête de Pâques. Merci. Bonne fête de Pâques à vous aussi. Merci, pareil à vous aussi, à votre entourage, monsieur Akouin. Et voilà, cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Toute l'équipe de préparation et de réalisation vous donne rendez-vous pour dimanche prochain à partir de 11h. Vous pourrez également suivre cette émission sur le www.ortb.bj. Il suffit juste de cliquer Wikieco et puis vous pourrez suivre l'intégralité de cette émission. C'est tout pour aujourd'hui et sachez que chaque jour est une opportunité et que vous devez saisir la vôtre dès maintenant. Au revoir et à bientôt.